bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse de séquence. Cette semaine, j'ai choisi pour vous le film le plus célèbre de Charles Chaplin, Le Dictateur en 1940. On parlera évidemment de tout ce qui englobe le film tout à l'heure. Je voudrais qu'on commence l'extrait assez rapidement. J'ai choisi donc un extrait qui est à peu près dans la première moitié du film. Au milieu de la première moitié, c'est le moment donc, où le petit barbier juif rentre chez lui. Alors, on va rappeler un petit peu ce qui s'est passé au début du film. Le tout début du film, on se croirait dans Charlot Soldat, c'est le petit barbier juif, en fait pendant la guerre de 14-18, qui est au front. Ensuite, il a un accident, il devient amnésique, et donc, en 1939 à peu près, là, il rentre chez lui, mais donc de très longues années après, mais lui, comme il est amnésique, il ne se rend pas compte que le temps a passé. C'est donc maintenant à ce moment précis que commence l'extrait. Quels sont les enjeux de cet extrait ? Eh bien, les enjeux, c'est le choc émotionnel, affectif, le choc de société aussi, que va devoir recevoir en pleine face le petit barbier juif interprété par Chaplin. Donc on va voir dans tout cet extrait comment se traduit par la mise en scène le choc ressenti par ce personnage. On constate dans cette toute première partie de l'extrait que le spectateur retrouve un personnage qui lui est maintenant familier, donc on a dit ça tout à l'heure, depuis 1914, le personnage de Charlot. Alors c'est vrai que Chaplin a mis très longtemps à se dire qu'il allait abandonner le personnage de Charlot, et c'est vrai que dans un film comme Monsieur Verdoux, le film qui suivra Le Dictateur en 1947, eh bien, plus aucune trace de Charlot. Ici évidemment, on voit apparaître Charlot, les mêmes habits, mais ce n'est déjà plus Charlot, il s'appelle plus comme ça, c'est le petit barbier juif qui vit maintenant dans le ghetto, en Thomannie, donc un autre nom pour l'Allemagne, et donc c'est Charlot par les vêtements, mais plus du tout par le nom. Voilà. Alors, ce qu'on constate quand même dans cette première partie d'extrait, c'est évidemment une espèce de nostalgie du cinéma muet que Chaplin aura jusqu'à la fin de sa carrière, puisque donc le début de l'extrait, on a l'impression qu'il est muet. C'est-à-dire on n'a pas l'impression qu'on est en 1940, qu'on enregistre les bruits de la rue, qu'on enregistre les bruits sur le porte-manteau, de la porte qui s'ouvre, etc. On n'entend pas. On a l'impression qu'on est dans un film muet, avec la musique qui est une musique de film muet qui souligne comme ça certains bruits, un petit peu ce qu'on aura appelé à partir de 1928 le Mickey Mousing, c'est-à-dire le fait dans les dessins animés de Mickey de souligner les chutes, tous les mouvements de Mickey par des bruits accentués. Mais ça, disons que ça nous fait penser plutôt à une musique un petit peu de film muet, et donc c'est ce qui marque profondément ce début d'extrait. Voilà. Notamment, vous avez vu que il y a les chats qui sortent. Donc les chats qui sortent, ça fait une espèce d'impression qui est surtout visuelle, beaucoup plus que sonore. Une fois cette première impression très agréable de retrouver Charlot dans Le Dictateur, eh bien quand même on se rend compte que là il y a autre chose. Il est amnésique, ce petit barbier juif, et donc il va avoir un premier choc. Il arrive dans sa petite échoppe de barbier, et c'est là qu'il va réaliser qu'il y a des toiles d'araignée, que tout est poussiéreux, que effectivement on a l'impression qu'il n'est pas venu là depuis des années, alors que lui, il se comporte comme si il avait travaillé 2 jours avant ou la veille, et puis qu'il revenait simplement dans son magasin. Alors, le changement d'ambiance, il est marqué par le changement de musique.
Mais là encore, on est encore un peu dans le cinéma muet, c'est-à-dire que une musique rajoutée comme ça au film, à l'histoire, ça peut être encore une musique rajoutée sur un film muet. Pas encore trop d'importance, des bruits qui sont des bruits diégétiques, c'est-à-dire les bruits qui font partie de l'histoire. Ici, vous venez de constater que pour l'instant la mise en scène est très classique, c'est pour ça qu'on n'a pas trop dit grand-chose dessus, c'est-à-dire que la caméra est une caméra qui suit Chaplin, qui fait attention à bien le laisser au centre de l'écran. Et puis la première fois que la mise en scène se démarque un petit peu, c'est avec ce travelling avant, quand Chaplin se rend compte, quand le petit barbier se rend compte que il s'est passé quelque chose dans son échoppe. Et donc travelling avant vers son visage jusqu'à ce plan rapproché, et puis donc le visage un peu ahuri comme ça du barbier qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui a changé. Hey, go on, beat it up there. Come on, get out of here, you, go on. Ce qui est très intéressant ensuite, c'est qu'on a un contraste très fort entre ce qui vient de se passer dans le cabinet du barbier. C'est-à-dire, au lieu de faire des chants contre chants sur l'évier poussiéreux et puis Chaplin, eh bien, on fait un panoramique très doux, très lent, parce que c'est le regard du barbier qui découvre tout doucement son échoppe telle qu'elle est devenue. Et donc, vous avez une espèce de douceur, tout est calme à l'intérieur. On dirait vraiment que Chaplin, le barbier, il est face à lui-même, il est tout seul. Et puis là, il y a une rupture terrible, et c'est premier choc. Le premier choc, c'est par rapport au cinéma muet dont on vient de parler, c'est l'arrivée du cinéma parlant. Alors, on verra dans tout cet extrait que ce qui est fort, c'est que quelque part, le barbier, bon, il se prend plein de choses dans la figure, vous allez voir, mais c'est aussi Chaplin qui se prend les choses dans la figure. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Chaplin s'était endormi depuis la fin des années 20, et puis que tout d'un coup il se réveille en 1940, et que ce qui s'est passé entre-temps, c'est que le cinéma est sonore. Et donc là, dans le plan suivant, dans la rue, vous avez un plan qui est extrêmement bruyant, et là vous avez tous les bruits diégétiques qui arrivent d'un seul coup, les bruits des miliciens, les bruits dans la rue, des gens qui passent, etc. Vous avez le son de la parole des miliciens qui est très importante, puisque un des miliciens, il fait évacuer les gens par des grands gestes, tout ça, par des mouvements, mais aussi parce qu'il leur crie dessus. Donc vous avez quelque chose qui n'est plus seulement visuel, mais tout d'un coup qui est sonore, et une espèce de grande claque. Puisqu'on est sur ce plan des miliciens, avec les deux, donc il y en a un qui écrit une forme d'intrusion, il y a deux intrusions, là il y a l'intrusion, c'est d'écrire juif sur la devanture, et puis il y a l'autre intrusion, c'est le deuxième milicien qui chasse les gens de la rue alors qu'ils sont chez eux, ils sont dans leur quartier, et donc on n'a plus la liberté de se déplacer, et puisqu'on est sur ce plan-là, eh bien, je tiens à rappeler que ce n'est pas parce que le film est en noir et blanc que Chaplin ne s'est pas occupé des couleurs. On voit dans le très beau making-of retrouvé de Sidney Chaplin en couleur, que en fait Chaplin a passé beaucoup de temps à tester des couleurs pour voir ce qui rendait le mieux en noir et blanc. Et en particulier, les pantalons des miliciens sont rouges pour pouvoir rendre le gris qu'on a constaté dans ce plan. What do you think you're doing? I really don't know. Well, you leave that alone. Don't be silly. I'm not silly. I appreciate that. When you talk to me, hail Hinkle and salute. On vient d'assister ici à un montage alterné, c'est-à-dire alternance entre deux situations simultanées. Chaplin, le barbier, à l'intérieur de son cabinet, et puis dehors, le milicien, dans la rue. Et comme dans la plupart des montages alternés, eh bien, les deux actions simultanées, à un moment donné, convergent. Ici, c'est ce qui se passe, puisqu'il va sortir, Chaplin, voir ce qui se passe dehors, et se confronter avec le milicien. La rencontre va être très brutale. Vous avez d'abord un plan large qui nous permet de voir les deux personnages devant, mais très rapidement, on va passer sur un plan qui est beaucoup plus serré, un plan rapproché, et donc qui va marquer l'enfermement. C'est-à-dire qu'alors qu'on est dans la rue et qu'on devrait respirer, qu'on devrait être à l'aise, qu'on devrait avoir de la place et pouvoir se sentir libre, eh bien, on se sent encore plus oppressé qu'à l'intérieur du cabinet de barbier. Donc on est enfermé dans ce plan très serré qui fait un plan rapproché, et puis
pour ajouter à cette oppression, à cet enfermement, eh bien le milicien, il essaye de prendre toute la place dans le cadre. Donc il se déplace vers la droite, la caméra le suit parce que c'est lui qui est le plus important, le plus énergique, qui témoigne du plus d'énergie possible. Et il va essayer de faire sortir, il va réussir à faire sortir tout simplement Chaplin du cadre, un peu comme si il était en train de l'évincer de son univers quotidien. Il va l'évincer de sa boutique de barbier et après il va l'évincer de son quartier. Et on sait ce qui va se passer dans la suite du film. Le barbier se retrouve dans un camp de concentration. Et donc cette oppression, elle se fait encore une fois, j'insiste, beaucoup grâce au son, à la bande sonore, c'est-à-dire à la voix. C'est pas simplement le corps de ce grand milicien qui avance vers Chaplin, c'est aussi sa voix, parce que c'est finalement un personnage qui parle, mais en plus qui crie, et qui se confronte, et qui prend vraiment le pouvoir sur un personnage qui est petit déjà physiquement, et en plus qui est muet. Donc l'oppression se fait vraiment sentir dans ce plan. Who are you anyway? I'll show you who I am. Come down to headquarters. Say, that's my shop. I don't care if it isn't. Now, Shut you up. come down. You leave me alone. Oh, going to put up a fight, are you? Come on down to headquarters. Show you. Now, let me tell you something. Après ce plan donc très fort, hein, qui est assez long d'ailleurs, hein, sur le milicien qui pousse Chaplin, vous avez le plan suivant qui est tout aussi intéressant parce que tout d'un coup, eh bien simplement en changeant d'échelle, on va changer de ton, on va changer de registre. Le tout début de l'extrait, c'était Charlot, donc ça faisait penser évidemment à quelque chose d'assez agréable, de drôle, avec les chats qui sortent, etc. Ensuite, on a l'oppression, on a quelque chose de très tragique, qui relève de la souffrance, d'être jeté de chez soi. Et puis ensuite, là, on change d'échelle, on se retrouve avec un plan large. Et là, en fait, c'est le mouvement des corps qui va reprendre le dessus, comme d'habitude chez Chaplin, c'est-à-dire c'est le burlesque des corps. Et donc là, on va replonger dans quelque chose finalement de beaucoup plus drôle, de beaucoup plus comique. Donc on va retrouver maintenant les postures de Chaplin en avant, en arrière, on va retrouver évidemment les pots de peinture, etc. Mais on n'est plus en 1918. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Ce qui est fort maintenant dans Le Dictateur, c'est qu'on n'a plus seulement des mouvements de corps, on a aussi des gags qui sont sonores. Et ce sont les vrais bruits, alors pas tout à fait les vrais bruits exagérés, accentués évidemment par Chaplin, mais les bruits donc du pinceau, on verra tout à l'heure d'autres bruits, les bruits des coups, donc le son finalement se marie assez bien dans ce plan-là avec l'image pour renforcer le burlesque qu'on connaissait déjà dans les années 20. Are you a policeman? Arrest that man for assault. Come here, you! Leave me alone. Attacking a stormtrooper! Take him down! My lawyer. Come on! Leave me alone. Why, you? Oh! Gentlemen! Je m'arrête forcément sur le plan sur Paulette Goddard, puisque Paulette Goddard, qui était à la fois la compagne de Chaplin dans la vie, qui est un des rôles principaux du film précédent de Chaplin, Les temps modernes, en 1936, c'est-à-dire 4 ans avant, eh bien, Paulette Goddard, eh bien, c'est la femme la plus importante du film, dans un film qui apparaît souvent dans la mémoire des spectateurs comme étant masculin, parce que le film, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est finalement les destins croisés de deux personnages, du dictateur Hinkle et du barbier juif, tous deux interprétés par Chaplin. À ce sujet, on peut quand même, il faut rappeler que le parallèle entre Hitler et Chaplin est souvent troublant, c'est-à-dire que Hitler et Chaplin sont nés la même année et le même mois et dans la même semaine, les 16 et 20 avril 1889, et qu'ensuite il y a tout un tas comme ça de ressemblances qui sont étranges. Par exemple, le fait que Chaplin il ait choisi le personnage d'un vagabond pour devenir célèbre, et que Hitler, quand il a été refusé à l'école des Beaux-Arts, qui s'est retrouvé dans la misère avant d'être engagé dans l'armée, eh bien, il s'est retrouvé lui aussi vagabond en Allemagne. Ensuite, c'est ça, on pourra en reparler dans le film, mais ce qui est intéressant, c'est justement le parallèle entre ces deux personnages qui ne font qu'un, qui sont finalement deux versants d'une même personne, le versant du bien, le versant du mal. Mais je disais donc, Paulette Goddard, c'est la figure féminine dans ce film qui nous paraît souvent dans nos souvenirs masculin. Voilà. À noter aussi que le prénom de Paulette Goddard dans Le Dictateur, c'est Anna, et Anna, c'est un hommage à la mère de Chaplin qui portait ce prénom, et que Chaplin n'a pas vu longtemps puisqu'elle a été internée dans un hôpital psychiatrique quand il était très jeune, ce qui a d'ailleurs ensuite inspiré à Chaplin de réaliser Le Kid, c'est-à-dire un film où l'enfant est seul avec son père. Oh, he bit my finger! There!
plan qui nous donne l'impression d'être à l'intérieur d'une boîte à musique avec une espèce d'automate qui ferait une sorte de danse, eh bien, on est en plein, donc, on l'a dit, dans la tradition burlesque de Chaplin, mais il y a quelque chose de plus fort ici dans Le Dictateur, c'est que ce n'est plus simplement gratuit, ce n'est plus simplement des tartes à la crème ou des pots de peinture juste pour faire rire, c'est plus que ça. Ici, ce personnage qui vient de recevoir un coup de casserole, en fait, le coup de casserole, c'est une métaphore du choc terrible qu'il est en train de recevoir. Alors, il est en train de recevoir quel choc? J'insiste encore, c'est pour le barbier, c'est le choc de découvrir qu'il n'est plus dans la société de 1918, mais maintenant dans une société qui est fasciste, la société de 1939. Ensuite, c'est le choc de rencontrer pour la première fois dans le film une femme dont il va tomber amoureux dans le film, Paulette Goddard. C'est d'autant plus fort que Chaplin lui-même tombe amoureux de Paulette Goddard quelques années auparavant et que le barbier tombe amoureux de cette femme-là. Et puis aussi, c'est le choc terrible pour Chaplin lui-même de l'arrivée du cinéma parlant en 1927, qu'il aura mis du temps à digérer et que en 1940, 13 ans plus tard, c'est seulement là qu'il commence à le digérer, puisque on se rappelle que dans les temps modernes, le film est sonore, mais en fait il n'est sonore que pour se moquer du parlant et du sonore, et que c'est seulement en 1940 que Chaplin assume complètement le fait que oui, il a envie d'utiliser le sonore pour ce qu'il est, et que c'est un avantage dans la mise en scène pour produire plus d'émotions. How do? Oh, I'm sorry, mister. I didn't mean to hit you. Juste un arrêt sur ce plan sur Paulette Goddard, parce que on va voir dans tout cet extrait que elle est un peu mal fagotée, mal habillée, qu'elle est mal coiffée, qu'elle parle avec une espèce de gouaille populaire comme ça, qui pourrait nous faire penser en France à Arletty. Et pourtant, on a l'impression que c'est la plus belle femme du monde, hein. C'est-à-dire que on ressent ce que peut ressentir Chaplin ou ce que peut ressentir le barbier, c'est-à-dire tout d'un coup on tombe amoureux un petit peu de Paulette Goddard dans cette irruption à sa fenêtre. You were wonderful. I enjoyed that. But don't stand there. You better beat it. No, I'll call a policeman. No, don't do that. Dans le plan suivant, ça c'est le plan sûrement un des plans les plus importants de l'extrait, c'est la situation dans laquelle sont les deux personnages. C'est-à-dire, elle, c'est un peu une sorte de Lady Marianne qui est à sa fenêtre, qui est à son balcon, et puis vous avez Chaplin, Robin des Bois, là, qui vient un petit peu la courtiser. Alors, ça nous fait plus penser, nous, à Robin des Bois qu'à Roméo et Juliette, parce que Robin des Bois, donc notamment le film avec Errol Flynn en 1938, 2 ans auparavant, eh bien, Robin des Bois, c'est un personnage qui est un peu un justicier, qui essaie de rendre un peu la justice, et ici, le barbier, finalement, c'est un peu la même chose, puisqu'il est en train d'essayer de combattre les miliciens, et puis, donc, vous avez ce même rapport un peu avec la femme qui le séduit à son balcon. 2 autres choses importantes sur ce plan, c'est évidemment, le plan est filmé derrière le barbier, c'est-à-dire que lui n'apparaît pas de face, c'est elle qui apparaît, et c'est d'autant plus important que il apparaît ici complètement secondaire, parce que ce qui est important, c'est l'irruption de Paulette Goddard, c'est le fait que lui, comme il est complètement sous le charme, c'est comme s'il disparaissait. C'est aussi un moment important dans le film où on se rend compte que son côté muet, tout ça, c'est un peu dépassé, et qu'il faut laisser parler, il faut laisser maintenant la place aux gens qui parlent. Alors il essaye un petit peu, mais il est trop marqué par le muet, et donc quand il propose à Paulette Goddard d'appeler la police, de dire quelque chose, et ben en fait elle lui dit non, surtout pas. Donc il a tout faux. Pour l'instant, il n'arrive pas, il ne va pas pouvoir s'acclimater facilement au sonore, il va falloir du temps. Pour l'instant, il va rester encore un peu dans le muet. Why not? You crazy? Look out, there's more coming. More what? Wait a minute. Je m'arrête maintenant sur ce plan parce que, alors on vient de voir que à partir du moment où elle apparaît à la fenêtre, eh bien Anna, Paulette Goddard, devient complètement centrale dans le film. Et alors que jusqu'à présent, dans la mise en scène, dans le cadre, c'était Chaplin qui était complètement central presque à chaque plan, eh bien maintenant c'est fini. On l'a vu de dos, Chaplin. Il est moins important, il n'est plus si important. C'est Paulette Goddard qui est maintenant au centre du cadre.
Et donc on va la suivre quand elle quitte sa fenêtre, qu'elle descend dans la cour, elle devient complètement centrale, le mouvement de caméra est complètement calqué sur elle. Donc d'abord un panoramique vers la gauche, ensuite qui se termine par un travelling vers le bas. Et la fin de ce travelling vers le bas, c'est terrible parce que ça s'arrête sur une porte fermée. Et la porte fermée, donc, c'est un peu ce qui symbolise le choc, encore une fois, du barbier. C'est-à-dire que il arrive chez lui et il se heurte, il se prend une porte vraiment en pleine face, la porte donc du choc de tout cet extrait. Et c'est aussi cette porte, c'est aussi l'oppression, donc l'absence, finalement, la disparition des libertés individuelles et collectives dans ce ghetto, le ghetto de la Tomanie, là, le quartier juif, où dans la rue, finalement, on n'est plus libre. Hein, on peut même plus se promener dans la rue, on est obligé de rester chez soi. Donc on est enfermé dehors. Et puis après, pour terminer sur ce plan, je dirais que, alors c'est pas ici dans le dictateur, c'est ça qui est fort, c'est que c'est un film quand même qui est plein d'espoir. Et donc cette porte, eh bien, si on reste jusqu'à la fin du plan, et on va rester jusqu'à la fin du plan, bien, en fait, elle s'ouvre. Et qui est-ce qui l'ouvre? Bien, c'est Paulette Goddard. Donc en fait, qui apporte comme ça cette notion d'espoir à Chaplin? Eh bien, c'est Paulette Goddard qui vient lui ouvrir la porte. Et en fait, elle lui donne une porte de sortie. Vers où? En fait, la porte de sortie, c'est pas vers la rue, c'est ça qui change d'habitude. C'est pas quitter une habitation pour aller dans la rue, c'est quitter la rue pour aller à l'intérieur d'une habitation. Voilà. Et donc, grâce à ce personnage féminin, eh bien, le barbier va s'en sortir. Come in here. What's wrong with you? There's no use being foolhardy. Toujours dans cette prédominance, cette domination complète de Anna sur le barbier, eh bien, elle le prend par le bras dans la rue, elle vient le chercher. On a l'impression qu'il ne prend plus de décision, il se laisse complètement entraîner, il ne sait plus quoi faire. D'accord ? Et donc, finalement, eh bien, elle le prend par le bras, elle l'emmène, et là, à ce moment-là, eh bien, vous avez le panoramique qui est complètement contrôlé par Paulette Goddard, puisque il répond absolument, il suit parfaitement le mouvement, les décisions, les prises d'initiative prises par Paulette Goddard. Une fois qu'on est à l'intérieur de la cour, eh bien, vous constatez que, bizarrement, même s'ils sont à quelques centimètres l'un de l'autre, on a l'impression toujours qu'ils sont dans deux univers différents. En fait, la frontière marquée par le bord de la porte et le bord du mur, eh bien, finalement, installe les deux personnages dans des univers qui sont différents. Vous avez donc Paulette Goddard qui est plutôt dans un univers donc encore une fois du cinéma parlant, du cinéma sonore, et puis Chaplin en fait qui n'ose plus rien dire, qui est complètement le barbier complètement installé et complètement un peu frustré dans son univers du cinéma muet. Voilà. Donc c'est ce qui va se vérifier dans la suite de l'extrait. Stop the car! Hello, what's this? Who hit you? I don't know. I think there were a gang of them. Well, here, you'd better go along. Get fixed up. On retourne finalement maintenant dans un montage alterné avec d'un côté l'intérieur de la cour, de l'autre côté de la porte, c'est la rue. Et dans ce montage alterné entre les deux situations, eh bien on ressent quoi? On ressent finalement dans un plan assez serré sur les miliciens qui sont 6, eh bien on ressent une omniprésence, une surabondance de miliciens, donc quelque chose de très angoissant, c'est-à-dire qu'ils sont largement supérieurs en nombre. Tout à l'heure c'était très facile évidemment avec une casserole de se débarrasser de 2 miliciens quand on était 2 contre 2, maintenant 2 contre 6, c'est plus du tout la même chose. Et donc c'est l'occasion pour moi de rappeler à quel point Chaplin est toujours fort dans les changements de registre. C'est-à-dire depuis le début de l'extrait, il arrive en charlot, c'est assez drôle. Ensuite, il est un peu frappé par les miliciens, de nouveau c'est un peu triste. Après, il y a la danse sur le trottoir façon boîte à musique, c'est de nouveau drôle. Et puis ensuite, il y a les miliciens qui reviennent, il faut se cacher derrière la porte, derrière le mur. C'est de nouveau du sérieux, de nouveau de l'angoisse, de nouveau de la peur qui s'installe. Donc, quelle virtuosité pour changer de registre et de ton dans ce film. Investigate later. What time is it? Come on, get in. I don't see what is. Voilà, j'aime énormément ce plan de Paulette Goddard qui maintenant ferme encore la bouche du barbier. Encore une deuxième fois, c'est la troisième fois qu'elle l'empêche de parler. D'abord elle lui dit non, faut pas dire ça, après elle l'empêche de parler en mettant la main sur la bouche, et maintenant elle l'empêche de parler en mettant les deux mains sur la bouche. Donc c'est vraiment ici il faut arrêter
pour le barbier, il faut arrêter de rester dans son état d'esprit d'avant, il faut passer à la suite, il faut écouter maintenant Paulette Goddard qui, elle, est inscrite dans la société de 1939 et non plus dans celle ancienne et vieille de 1918 et dépassée, société dépassée. Et puis j'aime beaucoup ce plan parce que forcément c'est une des premières fois dans l'extrait qu'il y a déjà le contact physique entre Paulette Goddard et Chaplin, que d'autre part il y a cette fois-ci les deux univers de l'un et l'autre qui commencent à s'entrelacer, finalement à s'interpénétrer. Parce que en fait elle est toujours sur son univers de porte, lui sur le mur, mais on remarque qu'il s'est un peu avancé, qu'il ose un petit peu avancer vers il a franchi la barre de la porte, et puis qu'elle, grâce à ses deux mains, grâce à ses deux bras, eh bien, elle fait le lien physique entre les deux, et donc annonce déjà que il va y avoir un rapprochement, mais pas simplement un rapprochement amoureux, un rapprochement aussi de soutien idéologique et de lutte contre l'envahisseur, contre le fascisme. Voilà. It's all right now. They've gone. Thanks, mister. Ah, that did me a lot of good. You sure got nerve the way you fought back. That's what we should all do, fight back. We can't fight alone, but we can lick them together. We didn't do so bad, did we? De nouveau, c'est Paulette Goddard qui redevient centrale, qui reprend toute la place dans le cadre, qui entraîne la caméra avec elle dans ce panoramique mélangé à un travelling, ce panneau travelling. Et de nouveau, finalement, après ce rapprochement qui a été court, eh bien, il y a de nouveau une forte séparation entre les deux, parce que ce rassemblement des deux personnages et puis de tous les gens qui vont vouloir lutter contre le fascisme, eh bien, il ne se fera pas du jour au lendemain. Il va falloir du temps pour que les gens se rassemblent, comprennent qu'il faut agir ensemble. Évidemment, donc, la mise en scène, eh ben, elle va suivre cette idée très simple, c'est qu'à partir du moment où elle lui enlève les mains de la bouche, eh bien, on va retourner en champ contre champ, c'est-à-dire que chacun va de nouveau se retrouver seul dans son cadre, que lui, il va rester dans son cadre muet, que elle va rester dans son cadre parlant. D'ailleurs, elle parle beaucoup, avec toujours cette gouaille qu'on a évoquée tout à l'heure. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve de nouveau, alors qu'elle était descendue de son balcon, eh bien, elle retourne sur son balcon, on retrouve une situation où elle est en hauteur sur son escalier, et que Chaplin, et que le barbier, lui, il est en bas, donc il y a de nouveau une différence de hauteur entre les deux. Et ensuite, au niveau des paroles, eh bien, c'est sûr que c'est cet extrait qui répond directement au discours final de Chaplin. Le discours final, c'est lorsque voilà, le barbier qui est habillé en dictateur et qui doit prendre la parole, au lieu de décréter qu'on va envahir le pays voisin, va appeler les gens à la tolérance, va appeler les gens à essayer non pas de lutter les uns contre les autres en fonction de leurs différences, mais justement de profiter du fait que les différences sont enrichissantes et que si chacun apporte ses différences, eh bien, on peut faire évoluer la société dans un bon sens. Et là, c'est exactement ce que dit Paulette Goddard, c'est-à-dire de dire qu'il faut agir ensemble pour pouvoir être efficace. On se rappelle que Paulette Goddard jouait déjà un rôle important dans les temps modernes, et que dans les temps modernes, eh bien, il y avait déjà, rappelez-vous, Chaplin mène sans le vouloir une manifestation comme ça populaire dans les rues dans les temps modernes, eh bien, on avait déjà un petit peu ce sentiment que ensemble les gens sont plus forts et peuvent changer les choses. Voilà. C'est le discours de fin du dictateur, et c'est ce genre de discours dans les temps modernes ou dans le dictateur qui vaudront ensuite à Chaplin dans les années suivantes, dans les années du macartisme et de la chasse aux sorcières, eh bien, d'être poursuivi et de devoir ensuite quitter les États-Unis, car c'est à cause aussi de ces films qu'on l'a soupçonné d'être communiste. Ce qui n'était pas tout à fait le cas en réalité. So long. Voilà, c'est sur ce très beau plan que nous allons finir cette analyse de séquence. Très beau plan parce que on est revenu au côté muet du début de l'extrait, mais que quand même le sonore commence à pénétrer à l'intérieur de cet univers muet.
grâce évidemment à tous les bruits diégétiques qui sont là dans la pièce. Et puis un très beau plan parce que on a l'impression que c'est Chaplin qui n'a pas compris tout de suite ce qui lui est arrivé pendant l'extrait et qui comprend seulement maintenant. Il revient dans son univers familier de son cabinet de barbier et là il s'arrête et il se dit mais oui, je viens de vivre quelque chose d'énorme, c'est-à-dire que je viens de vivre le choc affectif amoureux, je viens de vivre le choc, encore une fois, de la société fasciste qui a envahi sa vie quotidienne, et puis Chaplin aussi qui vient de ressentir le choc du passage au parlant. Moi, ce que je dirais pour finir, c'est je dirais que Le Dictateur, donc, c'est le film le plus célèbre de Chaplin, qui est classé généralement dans les classements des films mondiaux, généralement au moins parmi les 20 meilleurs films du monde, que c'est un film qui a coûté 2 millions de dollars pour 1940, c'était énorme par rapport au coût de la vie, que ça correspond aussi à une mégalomanie de Chaplin. Chaplin est connu pour parfois avoir fait durer les tournages plusieurs années parce qu'il n'était pas content des plans, qu'il fallait recommencer. Que par exemple cette rue du Ghetto, elle a été en secret construite à un endroit en Californie et que lorsqu'il a été détruit ce décor et que Chaplin a constaté qu'il manquait des plans, eh bien il a tout fait reconstruire, même si ça coûtait cher, pour pouvoir recommencer. Donc une espèce de mégalomanie. Et donc j'en viens, en parlant de la mégalomanie, à dire que il fallait peut-être un personnage aussi fort, avec une aussi grande mégalomanie que Chaplin, avec ce qu'il a réussi à créer, c'est-à-dire un mythe, parce que Chaplin c'est un mythe. Il fallait sûrement un mythe aussi fort que Chaplin pour pouvoir se dresser face à un autre mythe, celui d'Hitler. Et donc on a dit à quel point les deux existences pouvaient être liées. On a l'impression dans Le Dictateur que finalement ce sont les deux versants d'un même personnage et qu'à la fin on a l'impression qu'il n'y a plus deux personnages, il n'y en a plus qu'un, c'est-à-dire les habits de Hinkle avec à l'intérieur la personnalité, les sentiments du barbier. Et donc vous avez comme ça quelque chose de très fort qui s'est rapproché. Hitler a toujours démenti avoir vu Le Dictateur, a toujours dit qu'il détestait Chaplin, qu'il le considérait comme un juif, alors qu'en fait c'était pas vraiment le cas. Mais en fait, on sait maintenant que Hitler a fait demander à voir en projection privée Le Dictateur dans ses locaux. Il avait absolument envie de voir le film de Chaplin. Voilà. Ensuite, pour terminer, je dirais que vous avez vu donc que cet extrait a symbolisé le choc sous toutes ses formes, on ne va pas y revenir. Et le discours final du dictateur, qui est un discours qui nous rappelle terriblement le discours de la même année, en 1940, du film de John Ford, Les raisins de la colère, le discours de fin en fait aussi d'Henry Fonda. Et bien ce discours qui dure quasiment 10 minutes, en fait, est d'une telle force que quand on voit le film, on repense à ce discours encore pendant les jours qui suivent la projection du film. Et ce discours a tellement marqué les gens que on dit que Franklin Roosevelt, le président d'alors, juste après la sortie du film, a invité Chaplin dans son bureau en lui demandant s'il était d'accord pour rejouer devant lui le discours de fin devant Roosevelt pour réentendre ce discours extraordinaire. Plein d'espoir et de positif. Voilà, merci. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery,
we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Hannah, can you hear me? Wherever you are, look up, Hannah. The clouds are lifting. The sun is breaking through. We are coming out of the darkness into the light. We are coming into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed, and brutality. Look up, Hannah. The soul of man has been given wings, and at last he is beginning to fly. He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me, and to all of us. Look up, Hannah. Look up. Hannah, did you hear that? Listen.